Alors, bonjour à tous. Gérard, ici présent, naturopathe. Donc, on va continuer nos conférences, discussions. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'homéopathie, de l'information, qu'est-ce que ça représente surtout, comment ça se profile, et quel est le lien avec la conscience aussi, et aussi les thérapies plus naturelles. Et ici, on a un spécialiste qui est naturopathe, qui a étudié longtemps la naturopathie et aussi l'homéopathie, donc il connaît très bien le sujet. Et on va un peu parler aussi des scientifiques, de Montagnier et tous ces scientifiques qui apportent des éclairages un peu nouveaux sur ces thérapies encore un peu controversées actuellement. Et Gérard, qu'est-ce que tu en penses de l'homéopathie? Comment tu peux décrire cette médecine et pourquoi il y a autant de controverses autour de l'homéopathie? Alors, salut Ken. Alors, l'histoire de l'homéopathie, c'est vraiment le gros sujet qui divise en fait les milieux scientifiques, surtout médicaux, hein, donc à ce niveau-là, puisqu'à un moment donné, en fait, on va utiliser un système de médicaments, si on peut appeler ça ainsi, en fait, où le produit n'existe plus. Mhm. Donc, ça veut dire, au niveau médical, on appelle ça un placebo, le produit Ouais. n'existe plus. Mais au niveau homéopathique, ça va quand même beaucoup plus loin. Ça veut dire que depuis Hahnemann, hein, depuis le 19e siècle, pas mal d'études ont été faites là-dessus et qui démontrent quand même qu'il n'y a pas seulement l'aspect, je dirais, structurel du produit, ça veut dire une plante, euh, ça peut être un minéral, ça peut être animal, ça peut être un poison, etc., que l'on va diluer, qu'on va diviser en fait compte, jusqu'au moment où le produit ne contient plus que l'information. D'accord. Alors c'est intéressant parce que au niveau biologique, tout ce qui touche la sphère biologique, donc les chimistes, biochimistes, etc., Mhm. bon, c'est de la poudre de perlimpinpin. Globalement, 90% des gens qui sont dans ce domaine-là, lorsqu'on parle d'homéopathie, qu'on a dépassé la 7 ou la 9CH, c'est-à-dire le produit n'existe plus, il n'y a plus que le signal, c'est la poudre de perlimpinpin. D'accord, ok. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de parler en fait avec des physiciens, Mhm. où pour eux, il peut exister quelque chose. Ça veut dire qu'on ne voit pas une substance chimique dans l'organisme, mais on voit le signal, en fait, compte de cette substance chimique. Mhm. Après, il y a les expériences que l'on peut faire avec, que ce soit avec le traitement des animaux, par exemple. Un animal n'a apparemment pas conscience qu'il s'agit d'un produit homéopathique. Pourtant, ça fonctionne même très, très, très bien, des fois même plus que chez les humains aussi. Ok, ouais. Ou alors les petits-enfants, par exemple, ou les bébés, où vraiment aussi, là, les traitements fonctionnent très bien. Ouais. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que plus on évolue dans l'âge, plus on crée du doute au niveau conscience. Mhm. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que vraiment, lorsqu'il n'y a plus de produits, il n'y a plus d'effet, etc. En fait, on voit qu'il peut y avoir peut-être une petite légère modulation de l'effet du produit. Mais ça, on le retrouve aussi avec les antibiotiques, on le retrouve aussi avec les anti-inflammatoires. Si au bout de X temps, les gens qui prennent soit des antibiotiques ou des anti-inflammatoires n'ont plus tellement confiance dans cette technique-là ou dans le médicament, on voit un effet diminuant en fait du produit. Donc là, de nouveau, l'effet de la conscience a aussi une grande importance en fait sur le traitement et sur le produit en lui-même. Mhm. Après, en ce qui concerne l'homéopathie, on a quand même, disons, un illustre personnage que tu connais Mhm. aussi, Luc Montagnier, qui a Oui. fait différents types d'expériences, en fait, qui ont repris les expériences du docteur, comment il s'appelait là, je ne sais plus comment il s'appelait, le français, en fait. Celui qui a été un peu Celui qui a, disons, emmerdé. qu'on a descendu, on peut dire plutôt qu'on a Ouais. descendu, Mhm. il a repris ses travaux Mhm. et a démontré, en fait, la réalité de l'homéopathie. Ouais. Alors de Et nouveau, ça a déchaîné des passions, comme quoi il était trop vieux, comme quoi. Ouais, c'est mhm. un petit peu du vite fait quand Comme même. quoi il n'y a pas de reproductibilité, Comme des ça, il y a choses comme ça, soi-disant pas de soi-disant, ouais. reproductivité, alors que le Montagnier, je vous conseille d'aller voir sur YouTube par exemple. Peut-être tu peux même mettre un Mhm. lien dans la conférence, Sur la hein, mémoire de l'eau. sur la Ouais. mémoire de l'eau. Mhm. Et là, il a fait des travaux avec une université italienne. Il démontre en fait la reproductibilité des expériences qui sont faites en homéopathie. Ouais. Et il parle justement de ces signaux, on va dire, électromagnétiques qui sont enregistrés dans l'eau d'une manière spécifique. Et ça pourrait être lié aussi à la physique quantique, donc que les signaux sont maintenus dans une forme de structure quantique à l'intérieur de l'eau, en fait,
Donc ça rejoint beaucoup plus la physique que la biologie quelque part. Et on parle souvent de biologie quantique, mais le problème, c'est aussi les barrières et les barrières, les frontières entre les disciplines. Ce qui pose aussi problème dans l'évolution de la science, c'est qu'on crée des barrières et on ne permet pas aux disciplines de cohabiter et de dialoguer entre elles. Par exemple, la physique et la biologie. Et je ne sais pas ce que tu penses, ce que tu en penses de ça, sur ces frontières-là. Bon, on le voit, en fait, ça c'est clair, ça. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller si loin entre la physique et la biologie. Tu vois la différence qu'il y a entre simplement la médecine et la biologie. Mhm. Donc là aussi, il y a des fois des barrières qui sont énormes, où les biologistes, qui sont quand même des gens qui ont une expérience, qui sont qualifiés pour travailler dans le monde des échanges biochimiques de l'organisme, etc. Et en fait, des connaissances que là sur un point de vue médical. C'est-à-dire qu'on adapte en fait certains types de médicaments en oubliant totalement pratiquement la biologie. Par exemple, un exemple tout simple, on va donner des antiacides au niveau de l'estomac. D'accord. Alors c'est assez merveilleux, hein, la personne qui souffre de reflux, qui souffre d'acidité, d'inflacidité, mais c'est comme si on oubliait en fin de compte ce que nous apprend la biologie, à quoi sert l'acidité au niveau de l'estomac par exemple. On va essayer de diminuer le cholestérol, alors que le cholestérol a un intérêt hyper important en fait au niveau des notions hormonales et au niveau cérébral par exemple. Ouais. Donc là, un biologiste connaît tout à fait ce genre d'effet qu'il peut y avoir sur l'organisme, alors qu'au point de vue médical, c'est comme si on était passé à côté tout d'un coup, et que ça allait rien reproduire, quoi. Ouais. Donc est-ce qu'on est on est devenus des mécanistes, quoi. Quelque part, on traite un symptôme de manière isolée, sans penser trop à l'aspect systémique entre les organes, entre les choses. Et ça pose question. C'est la même chose qu'entre les différentes branches, entre les différentes disciplines. On crée des troncs très spécifiques, mais on n'a pas d'approche intégrative des choses, en fait. Ouais. Et ça, quelque part, c'est pratique pour utiliser les soins palliatifs ou de pallier avec un médicament, la médecine allopathique. Mais quand il s'agit de voir l'organisme de manière systémique, on n'a pas les connaissances ou on ne veut pas intégrer ce rapport systémique pour traiter une personne. Et puis, c'est la même chose dans la science, quoi. On ne veut pas penser qu'il y a des aspects communs entre la physique quantique, la biologie et tout ça, alors que potentiellement il y en aurait, vu qu'on est dans un monde continu. Il n'y a pas de barrière entre le monde microscopique, macroscopique. Il doit y avoir un espace commun des échanges communs d'informations en tout cas. Ça, c'est intéressant, mais après, est-ce qu'on a l'initiative d'aller là-dedans ou pas? C'est toute la question actuelle. Ça veut dire qu'on a démantelé en fait le corps par les spécialités, tout simplement. Ça veut dire que vous mais avez aussi la science. L'organisme et la science. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, on l'a compartimenté. Et dans ces compartiments, franchement, il y a plus globalement énormément de dialogue qui va se faire par rapport à ça. Et c'est là où l'homéopathie est intéressante. C'est-à-dire que l'homéopathie ne va pas traiter une maladie. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, on ne va pas donner, par exemple, de l'homéopathie pour prévoir ou bien pour essayer d'être attentif, par exemple, à la future grippe ou par exemple, essayer d'éviter X pathologies, etc. Non, l'homéopathie est là pour donner un signal de régulation. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez simplement arriver chez un homéopathe sans avoir forcément la connaissance de votre maladie ou d'une chose comme ça, mais d'un ensemble de symptômes. Ça veut dire l'ensemble de symptômes que vous avez va nous amener en fait sur un médicament homéopathique. Et en fait, le but de ce médicament, en fait, c'est de régulariser l'ensemble du déséquilibre qui est en train de se former. Puisqu'on sait bien que la maladie est une rupture de l'homéostasie. Ouais. Toutes les maladies sont des ruptures. À moins que tu te fasses ramasser par un camion dans la rue, qui est aussi quelque part une rupture violente de l'homéostasie. Quand même. Ouais. En fait, c'est pour essayer de ramener de nouveau une régulation. Ok. Donc justement, toi, tu vois les choses de manière beaucoup plus holistique, quelque part. Donc l'homéostasie serait ce déséquilibre, et que ce déséquilibre, il a plusieurs aspects, on va dire, plus il se forme de différentes manières. Et donc l'idée, c'est de rééquilibrer cette homéostasie. Si on le fait de manière mécaniste, on va pallier peut-être aux symptômes, mais on ne va pas s'occuper de l'homéostasie quelque part. Donc c'est ça qui pose question aussi. Et l'homéostasie se ferait plus au niveau du signal. Tu parles de physique.
Donc c'est peut-être Ça un veut aspect dire plus que c'est subtil, là où quoi. ça devient intéressant. Ça veut dire que plus tu vas monter en dilution, en fait compte, plus tu auras un message, on pourrait presque le dire ainsi pour simplifier, quoi. Plus le message va être pur, Mhm. D'accord, ok. direct. Mhm. Ok. Ça veut dire plus tu vas monter dans des dilutions, moins il y aura de produits, plus on va stimuler en fait compte l'information, Mhm. plus on va être avec un produit dont le signal est clair. Ok. Donc là, on parle plus de signal, mais ce signal-là, il se situe à un niveau un peu plus subtil. On parle plus peut-être On est plus dans la d'électromagnétisme. matière, On n'est plus dans la matière, mais on reste quand même dans l'aspect peut-être ondulatoire des choses, fréquentielles. complètement. Mais Et, complètement. et peut-être la médecine du futur serait plus de la médecine fréquentielle, étude de l'électromagnétisme autour du corps physique, autour des organes, voir comment cela change en fait. Et peut-être aussi au niveau peut-être de l'imagerie Kirlian, on parle souvent d'imagerie Kirlian en Russie, c'est une technologie qui est assez avancée, où ils analysent plus la manière dont la lumière se déploie autour des cellules, autour des organes, et que cette lumière-là aurait une teneur, et cette teneur-là peut être influencée par les fréquences sonores, par peut-être l'homéopathie, par différentes choses. Et toutes ces études-là sont des études pionnières, mais d'une médecine qui est entre quelque part la physique, donc l'électromagnétisme, et l'organique, en fait, le côté plus somatique. Euh, Est-ce qu'on est prêt à aller là-dedans ou pas? Au Mais niveau scientifique, au niveau médical, ou est-ce que les médecins sont alors bornés? au niveau laboratoire, je pense pas spécialement parce qu'en fin de compte, c'est des traitements individualisés. D'accord, ok. Donc tu peux pas prendre une tablette qui court, voilà, c'est pour tout ça. Ça À n'existe part pas. si la reproductibilité, si on change de paradigme et qu'on analyse les bienfaits au niveau plus fréquentiel avant de les analyser au niveau organique. Ouais. Peut-être là, on peut trouver des paramètres de luminosité ou d'homéostasie, comme tu disais. Peut-être qu'il y a des fréquences qui représentent plus, qui sont plus représentatives de l'homéostasie d'un organe ou d'un autre, et que ces fréquences-là pourraient jouer le rôle de variables, en fait, Mhm. de variables, de variables indépendantes, quelque part. Est-ce que tu... Mais là, on reste quand même sur des traitements que tu es obligé quand même, disons, vraiment d'étudier ça pour une seule personne. Ça veut dire que tu ne peux pas le baser sur un nombre de personnes qui représenteraient la même symptomologie. Aussi. Non, peut-être si les organes ont une certaine fréquence et que tu vas traiter un organe ou un autre de manière spécifique avec certains médicaments homéopathiques, mais si le traitement se fait de manière systémique en fonction de la particularité de l'individu, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui pose, ce qui confronte quelque part la science actuelle qui veut absolument de la reproductibilité, que tout le monde soit mis dans le même moule, qu'on crée des groupes homogènes quelque part. Et effectivement, là, il y a peut-être un problème. Mhm. Ouais. Ouais. Bah, et on le voit depuis Paracels, hein. Mhm. Déjà depuis Paracels. Donc Paracels avait déjà aussi démontré en fait compte que les traitements qu'il faisait étaient vraiment des traitements qui étaient vraiment individuels. Mhm. Et Mais qui marchait à l'époque. qui fonctionnent encore Mhm. maintenant. Tu prends la spagyrie, on peut dire que traitement spécifique en fait de certains travails, la façon dont on travaille les plantes pour arriver à un produit Ouais. qui est lié en fait déjà à cette époque-là, si on veut. Hein, Ah, parce que aussi à c'est pas l'information quelque part. aussi une partie de l'information, mais Ouais. aussi une partie, tu prends les astres, tu prends tous ces trucs-là. C'est-à-dire l'influence en fait de tout ce qu'il y a autour de toi et de toi. Ça Ouais. veut dire pour régler ton déséquilibre, forcément, ce déséquilibre, il n'y a pas seulement que de toi. Il vient d'un ensemble, en fait, de ce que tu vis, de ce que tu manges, de ce que tu bois, dans quel coin du monde tu habites, etc. Tu dois en prendre en considération cet ensemble-là. Ouais. Et par rapport à ça, on va essayer de régler, en fait, contre et de retrouver un certain équilibre. Ouais. Donc, c'est Paracels, on est en 1400 et des poussières. Hein. Ouais. Donc on peut dire que peut-être les anciens avaient une connaissance qui était différente, on va dire, le mot différente, et qui se représentait beaucoup plus l'être humain de manière subtile avant d'être principalement un corps somatique organique, et qui avait une subtilité des choses, comme l'influence des astres. Ben, si on analyse ça de manière mécaniste, positiviste, on va dire que c'est de la connerie ou du bullshit, mais en fait, peut-être qu'il y a une influence beaucoup plus subtile, et que cette influence est beaucoup plus électromagnétique. Peut-être que le Soleil influence chaque planète, que chaque planète a une teneur, et que cette influence va être comme une diffraction de lumière, et que cette diffraction a une influence sur l'organisme humain, mais par l'effet du champ d'énergie, quelque part, de l'être humain.
ce qui rejoint les traditions plutôt russes de l'imagerie Kirlian et qui est maintenant principalement intégrée dans le corps médical au niveau officiel. Donc les imageries Kirlian ont des résultats fiables. Mais par contre, ici en Occident, on n'aime pas trop ça, parce qu'on va dire que tout ce qui est astrologie, c'est de la connerie, parce qu'on pense, si t'es Lion, tu as cette tendance-là, si t'es Capricorne, tu as cette tendance-là. En fait, on ne comprend pas les principes fondamentaux de ce qu'il y a là derrière. Et ça pose aussi question, quoi. Puis après, il y a eu quand même, dans les années 1800, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que suite aux travaux aussi qu'ils ont bien démontré d'Adam Smith, par exemple, c'est qu'on est passé dans je dirais, une économie qui doit rapporter, en fait. Ouais. Et ça doit rapporter rapidement, énormément, etc. Donc à partir de là, travailler sur des choses qui prennent du temps, qui ne rapportent pas forcément énormément, et qui sont individualisés et qui ne sont pas de groupe, ouais, ça casse quand même, ça veut dire que ça casse quand même pas mal de possibilités de développement de ce genre de technologie. L'idéologie, quoi. Ouais. C'est une idéologie. Ouais. Et puis, tu vis dans un carcan après toutes tes études, tu les vis dans un carcan universitaire. Et c'est impressionnant, en fait, quand j'ai fait après mes études dans ce qui est naturopathe, etc., ouais. le nombre de médecins que tu as qui viennent à ces cours, c'est impressionnant. Ok, ouais. Donc il y a un intérêt, mais c'est un intérêt qui est caché. On n'aime pas. Ils ont peur. Pas trop, ils n'aiment pas trop. Et la plupart du temps, ceux qui ressortent après de ces cours, soit vont continuer leur vie de médecin en mettant un tout petit peu de naturothérapie ou trucs comme ça, ou alors carrément travailler que dans la médecine naturelle, 80% de médecine naturelle et 20% de médecine quand il faut des anti-inflammatoires, des antibiotiques, etc. Ouais. Mais c'est quelque chose qui, on n'est pas, c'est deux. J'aime pas ce terme complémentaire, parce qu'en fait, c'est deux médecines complètement différentes. Il y a une façon, il y a une philosophie différente. Ce qui nous rapproche, c'est quoi? C'est la biochimie, c'est l'anatomie. Ces choses-là, en fait, comptent, mais la façon de penser par la suite est complètement différente. Ouais. Donc, est-ce que c'est possible de concilier ces deux approches ou pas? Pour l'instant, l'allopathique et la, entre guillemets, complémentaire, alors que ça devrait être à la base la médecine de base. Non, pour l'instant, pas. On le voit. La personne qui me dit qu'il y a un travail qui se fait, qui est intéressant, que ça évolue. Que ça... Alors déjà... il y a des grandes scissions entre les deux paradigmes. Des combats, des combats d'idéologie aussi, on voit. On l'a vu durant le Covid, il y a des grands combats idéologiques actuellement. Et l'idéal, ce serait de concilier, de discuter, mais on voit qu'il y a des conflits d'ego pour l'instant et que c'est très difficile d'avoir un tronc commun de discussion en fait ouvert. Aussi de notre part, aussi de la part de certaines bases de la naturothérapie. Hein. Ouais. Je lance pas la pierre, disons, qu'à la médecine. Il y a aussi notre côté aussi. Oui, bien sûr. Mais ce côté-là, moi j'ai fait l'université et j'ai vu que c'était très fermé en fait. Que dès qu'on propose des hypothèses sur, par exemple, les sorties de corps, les out-of-body experience ou les expériences de mort imminente, des choses comme ça, et on va dans des hypothèses différentes, les chercheurs n'aiment pas du tout ça. On te regarde de haut, ils n'aiment pas ça en fait. Et ils parlent souvent d'hallucination et ça devient le paradigme dominant. Mais ouais, c'est une question ouverte, quoi. Est-ce qu'on pourra un jour communiquer? Est-ce qu'on pourra un jour expliquer les approches complémentaires entre ces deux disciplines, mécaniste et puis plus intégratif, ou pas? C'est la question principale. Mais... Ouais. Ça, à mon avis, ça encore pendant un certain temps. Ouais, c'est clair. Encore un certain temps. En tout cas, nos efforts sont dans cette direction-là, essayer de trouver un tronc commun, essayer d'avancer dans ces initiatives-là, ces approches-là, pour essayer de concilier ces deux paradigmes, mais peut-être que c'est idéaliste, puis on verra au fur et à mesure du temps. Quoi. On verra par la suite. Et la prochaine fois, on fait quoi? La prochaine fois, on fait la robotique, et puis l'approche holonomique, holographique de la conscience. Donc je ne sais même pas ce qu'il vient de dire. Donc on va plonger dans le cœur du sujet et on va vous exposer nos hypothèses principales sur la source potentielle de la conscience. Très bien. Voilà. Merci. Allez, à bientôt.